Ouais, bah on a récupéré le bois hier à la scierie. On a deux sections, du 45 par 95 et du 45 par 120 mm. Le 45-95 il ira dans les murs. Le 45 par 120 il ira notamment par exemple pour la charpente. Il va supporter plus de charge en fait comme ça. Et on a deux essences de bois. On a de l'épicéa qui est traité pour être classe 2 et on a du douglas qui est pas traité, qui est naturellement classe 3. Alors moi ça m'emmerde un peu d'avoir du bois traité bien évidemment. L'épicéa est en fait plus léger que le douglas. Je serais très curieux de voir des gens qui ont fait une tiny tout en douglas et qui l'auraient vraiment pesé pour voir s'ils sont vraiment plus lourds que de l'épicéa. J'ai pas osé mettre tout en douglas pour des questions de poids. En fait le douglas moi je vais l'utiliser pour tout ce qui sera en extérieur, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais aussi pour des coffres, le coffre avant et le coffre arrière de la tiny qui vont être des endroits qui ne seront pas aussi bien étanchéifiés que le reste. Alors il y a beaucoup de 120, j'en aurais pas besoin d'autant. Je vais les recouper pour faire des sections plus petites à certains endroits. J'ai besoin de 60. Les solives du sol, je vais faire du 80. Donc en fait je vais les recouper dans du 120 et puis le 95 c'est pareil. Il y en a que je vais recouper pour d'autres choses. Voilà. On va commencer à couper les solives qui vont venir accueillir le plancher de la tiny. Ça va être le premier bois qu'on va découper, donc on est super content, ça y est, enfin ça avance. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on avait là les plans de la remorque sur lesquels j'ai dessiné les plans de la tiny. Et le premier truc qu'on a vérifié, c'est déjà est-ce qu'ils sont cohérents avec la réalité de la remorque. Donc on s'aperçoit qu'il y a des endroits, il y a des petites différences de quelques millimètres, mais ça peut avoir son importance. Ça c'est le plan de la remorque que j'ai utilisé là pour vérifier les cotes réelles. Donc on voit que là et là, il y avait des petites différences de quelques millimètres, mais j'ai préféré les prendre en compte. Et ça, c'est les plans de Saturbois, donc ça, vous allez les avoir, hein. Chaque section de bois est numérotée. Donc par exemple, il y a T1, T2, T3. Les T, ça veut dire transversal, donc c'est toutes les sections de bois qui vont être dans ce sens-là. Et toutes les sections qui s'appellent L, donc là, il y a le récap en fait de toutes mes sections. Les L, c'est ceux qui sont dans ce sens-là. Ils sont tous numérotés parce que quand je vais les découper, je les note tout de suite et je vais pas perdre de temps à me dire merde ce bois, où est-ce qu'il allait. Et en fait, grâce à un petit Excel que j'ai trouvé sur internet, je pourrais vous le mettre aussi, j'optimise mes découpes. C'est-à-dire que dans le Excel, je dis quelle taille de bois je vais devoir découper, quelle quantité j'ai pour chaque taille. Et à la fin, le petit Excel, il calcule combien de barres il va me falloir. Donc là, il va me falloir 10. Dans la première barre, je vais couper une longueur de 231, une longueur de 142,2, une longueur de 44,5 cm, etc. qui correspondent aux longueurs dont j'ai besoin. Et à la fin, j'ai en chute, là j'ai 0 mm, 1 mm, 16 mm, etc. Donc ça optimise mes découpes pour pas perdre trop de bois. C'est pour ça que c'est important d'avoir numéroté chaque découpe pour après la retrouver. Sachant que moi, mes longueurs sont de 6 mètres. Et dans la longueur du logiciel que j'avais en longueur maximum, j'ai dit que j'avais que 5,90 m, comme ça anticipe les éventuelles erreurs, surtout les épaisseurs de lame qui vont à chaque fois diminuer un peu plus la taille de mon bois. Là c'est le morceau qu'on garde, et là j'ai noté le morceau que je n'utilise pas. Et donc il faut bien penser à l'épaisseur de lame pour pas réduire de quelques millimètres sa coupe. Et donc bien mettre la lame sur l'extérieur de la découpe. Là on a assemblé, on a vissé juste les deux traversantes des deux extrémités, donc celle-là et celle-là. Et pour visser celle-là, on va utiliser les cotations du plan pour être sûr d'être aux bonnes dimensions et pas simplement à l'œil. Du coup on a coté en, je sais pas comment ça s'appelle, en cotation projetée. Donc en gros on part d'un point ici, et on sait que à partir de ce point, la prochaine solive elle est à 39,3. Donc super facilement je peux le noter. Et la prochaine elle est à 78,8. Donc pareil, je continue et je peux le noter aussi. C'est super pratique, je tire mon mètre, en fait juste à faire mes coches. Et surtout si j'ai fait une erreur sur la première, elle ne sera pas reportée sur les autres. Petite astuce secrète des agents secrets de Tiny House. L'autre truc, j'ai pas coté l'axe des solives, j'ai coté une de leurs extrémités. Ça fait que quand je pose, parce que ce qui m'intéresse c'est pas de savoir où je vais visser, surtout c'est de savoir où je vais poser ma solive pour qu'elle soit parfaite. Et du coup je sais que là c'est ce côté de ma solive qui doit arriver à ce trait. Alors que si j'avais coté l'axe, ça veut dire qu'il faudrait au moins que je recote l'axe de ma solive pour être bien dans le même entre-axe. Bon voilà, on a fait le solivage de la dalle. Alors il y a quelques petits trucs particuliers. Le doublage qu'on a là, c'est parce que notre panneau de sol qui serait peut-être en triplis en épicéa, ici j'ai mon épaisseur de mur. Il faut avoir un autre support pour que mon plancher qui arrive là finisse pas là dans le vide. Et du coup il y aurait un peu un effet flappy comme ça là. Du coup il tombe là-dessus, il sera vissé là-dedans. Et du coup il tiendra bien. La même chose ici. J'ai un autre doublage aussi, un espèce de doublage, parce que ici je vais avoir mon caisson
parce que j'ai un caisson de roue sur la remorque. Et du coup, il va y avoir une surélévation là. Et mon plancher, quel qu'il soit, quand il va arriver là, il ne pourra pas venir reposer là-dessus puisqu'il y aura le caisson. Donc du coup ici, il y a un truc, pareil, un support. Ensuite ici, là, ça va être un renfort pour... c'est l'endroit où il y aura le poêle à bois. Et là, ces renforts-là, c'est parce qu'il y aura une cuve à eau ici. Du coup, c'est des petits renforts pour anticiper tout ça. Après, il faut anticiper, il y a quelques petits assemblages qu'on ne peut pas faire, qui demandent soit de démonter, soit d'être fait en premier. Par exemple, pour visser celui-là. Et depuis là, comme ça, depuis l'extérieur, il faut enlever celle-là. Ou alors il faut la faire en premier. Au début, on a travaillé sur la remorque pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et après, pour quelques assemblages où les caissons de roue nous gênaient, on l'a déposé au sol et on l'a mis sur cale. Comme ça, on peut passer les mains dessous, on peut la porter. Ça fait que l'assemblage bois de la dalle est quasi fini. Mais en fait, il manque encore ces deux-là qui vont être des renforts, qui vont se mettre par là. Et en fait, c'est un accès à un frigo d'hiver. Donc en gros, c'est une trappe qui permet d'attraper des choses sous la remorque. Donc dans les saisons fraîches, ce sera notre frigo qui sera sous la remorque. Sauf qu'en fait, il y a des trucs que j'avais pas sur les plans. C'est le passage du cap de frein. Donc j'y ai pas du tout pensé. Bon voilà, on a fait notre première, pas erreur, mais on n'a pas vérifié une cote sur la remorque. En gros là, on est sur les caissons qui vont accueillir les passages de roues. Donc en fait, on surélevait avec une première épaisseur qui est là. Et après, par-dessus ça, on allait mettre un coffre avec de l'isolant dedans. Et en fait, cette hauteur-là, elle arrive trop à fleur là par rapport au caisson. Donc du coup, là, j'ai pas du tout la place. Donc on va devoir renlever ces pièces-là, les refaire plus hautes pour avoir bien un passage ici. Surtout que je voulais aussi un passage pour passer la main, ne serait-ce que pour enlever une merde qu'il peut y avoir là-dessus. Donc voilà, on a rattrapé notre petite boulette. En fait, l'idée, c'était ici d'avoir 5 cm de plus. Parce qu'après, on va venir mettre ces caissons-là par-dessus. Et dans ces caissons, en fait, on aura de l'isolant. Donc ça va venir isoler ici. Et après, ici, là, ici, et surtout là-dessous, donc dessous le caisson là-bas, on va venir isoler en panneau de fibre de bois et puis après mettre le remonté de pare-pluie. Et après, pour visser ceux-là, ils sont très hauts et nos vis sont de peut-être 90 de long. Donc on a fait des pré-trous, des chapelles, des trous plus larges que la tête de vis. Ça fait que ma vis, peut-être qu'elle est là. Et elle vient prendre après le montant du dessous. On avait des vis de 5 par 90. Et là, pour celle-là, j'ai mis des vis de 6 par 90 parce que je me suis dit qu'elle allait avoir plus de force comme ça. Donc j'ai voulu mettre un peu plus épais. Et après, pour le caisson, au début, je pensais faire un caisson en 80 comme là. Sauf qu'en fait, ici, on va avoir un montant de 80 qui va porter tout le mur. Parce que le mur, il va venir poser là-dessus et continuer là. Je me suis dit, c'est quand même vraiment pas... Enfin, je savais pas. Donc on a pris du 95 comme ce sera la largeur de montant de nos murs. Comme ça, je me suis dit, on est plus tranquille. Donc après, les chapelles, on les a fait avec une mèche plate comme ça. Mais avec un gros forêt, ça peut passer. Il ne faut pas hésiter, là, par exemple, celui-là, à contraindre les bois. Celui-là était un peu voilé, avec des serre-joints à venir récupérer les torsions qu'il y a dans les bois. Et puis à protéger avec des petits cales-martyrs à chaque fois. Là, on va nettoyer nos trous qui sont un peu moches. Et puis on va venir... poser notre coffre dessus. On a mis les caissons dans lesquels il y aura de l'isolant. Ils sont posés sur les réhausses qu'on a vu tout à l'heure et qui permettent de passer par-dessus le garde-boue. À l'intérieur, on a rajouté des surépaisseurs parce qu'en fait, dessous, on va venir visser notre fibre de bois dedans. Ici, elle est vissée dans le montant, là, par-dessous, mais là, du coup, elle était dans le vide. On a bien noté, en fait, avec les feutres, tous les emplacements de vis qu'on ne voit plus pour pas se faire avoir. Et ça nous a bien servi ici parce que dans ce caisson-là, qu'on a vissé par-dessus, là, on était bien content de savoir où étaient les vis qui ne se voyaient plus. Et là, le petit truc, c'est que... Donc on a encore dû faire des chapelles pour pouvoir visser nos vis dans le bois du dessous. Hop. Et en fait, l'autre porte-embout n'est pas assez long pour bien serrer. Alors je me suis dit, tiens, on va le faire avec la clé. Sauf qu'en fait, la douille de la clé est trop grosse pour passer dans la chapelle. Et alors, on a la technique du porte-embout qu'on va tester. Là, c'est bon. On est en train d'installer les isolants en fibre de bois qui vont venir isoler les caissons des passages de roues par l'extérieur. En l'installant, on pense bien à noter avant où sont les bois qui sont dessous et dans lesquels on va le visser. Parce qu'une fois que le panneau sera enfoncé en plein, on ne peut plus les voir. Et on note aussi les emplacements des vis. Comme ça, nous, qu'on va visser par-dessus, on est sûr de ne pas tomber sur une vis.
Ok. On s'apprête à repartir sur le chantier. On est fin janvier. Est-ce que ça fait du bien? Ça fait très bien.